J'aimerais vous parler des conditionnements et des masques que l'on peut porter. Je ne veux pas faire de généralité. Je peux parler de moi en fait plutôt que de parler de manière générale, mais moi j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps à essayer de me déconditionner, notamment de mes croyances, de mes schémas familiaux, sociétaux. Et comme j'ai aussi un parcours d'anthropologue, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup de pouvoir observer nos héritages culturels, nos héritages familiaux, qui constituent finalement un cadre. Alors le cadre, c'est pas négatif puisque c'est ce qui nous permet de tenir. Sans cadre, on s'effondre. Mais des fois, le cadre peut être trop rigide et on peut se sentir enfermé dedans. Et notamment si enfant on nous a dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu es ceci, tu es cela, eh ben peux me sentir enfermé dans un cadre que j'ai pas le droit de franchir ou qui m'identifie à une personne que je suis peut-être pas. Et déconstruire ce cadre demande du courage, puisque si je le déconstruis, je vais me retrouver sans barrières sur lesquelles me tenir. Et pourtant, c'est une source de joie et de liberté. Mais pour pouvoir le déconstruire, il y a besoin d'être en confiance. Et il y a besoin aussi de sentir une aspiration à pourquoi je déconstruirais ce cadre, en fait. À quoi bon? Moi, je peux vous parler de ce qui m'a aidé, ce que j'ai goûté, en fait, dans la déconstruction de ce cadre. C'est justement cet espace de liberté et cet espace de tout est possible, c'est-à-dire que je peux tout recréer à ma manière. Par exemple, je peux choisir d'être dans la joie. Finalement, j'ai cru que la joie c'était quelque chose d'inatteignable, mais en fait, si c'était quelque chose que je pouvais goûter au quotidien, si je pouvais me dire, ce matin, je me lève, je veux être dans la joie. Qu'est-ce qui m'en empêche? Peut-être qu'il y a des colères, des émotions, des croyances, des schémas qui m'en empêchent. Et donc c'est pour ça que si j'arrive à voir ces schémas et si je peux les enlever, je peux me dire c'est bon, je suis dans la joie. C'est pas si facile évidemment, mais moi je suis persuadée que l'intention elle est première. Et c'est vraiment le chemin qu'on propose d'explorer dans nos stages maintenant le plus possible pour que ça s'ancre dans le quotidien. Et donc, on va proposer des entraînements, est-ce que je peux contacter la joie maintenant? Et avec un exercice de respiration, de conscience ou de relation, je vais la contacter, je vais me dire, oui, finalement, elle est accessible. Ok. Pourquoi je pourrais pas la reproduire encore, si je le souhaite? Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée que on est dans une recherche d'être plutôt que de faire. Si, par exemple, je veux contacter la sensualité, c'est ce qu'on peut proposer dans des stages tantra, le chemin ne serait pas de chercher la sensualité, mais d'être la sensualité. C'est-à-dire, je choisis que cet état d'être sensuel m'habite. Et dans ce cas-là, je deviens totalement la sensualité. Et là, en fait, finalement, ce chemin de tantra rejoint totalement le yoga, qui a été longtemps mon chemin et qui l'est encore beaucoup. Le yoga, c'est l'union. Donc, c'est comment je m'unis à quelque chose. Je peux m'unir à mon souffle, mais je peux aussi être unie à la sensualité, parce que je décide de l'habiter totalement. Et c'est quand même super agréable. Donc pourquoi s'en priver? En fait, si elle est disponible, je peux choisir de l'habiter. Voilà, donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de pouvoir goûter ça sur des petits exercices ou des grands exercices pour que ça devienne finalement plus quelque chose d'inatteignable, en fait, que ça soit à notre portée. Et qu'on puisse le goûter en étant en relation, parce que le challenge de l'autre, des fois, me met en difficulté à pouvoir contacter ce qui est vraiment moi, puisque je vais chercher à plaire ou je vais chercher à être. Et le jugement, la pensée en permanence peut créer un obstacle. En tantra et en yoga, on ne dit pas que l'ego est un obstacle, on ne dit pas que le jugement est un obstacle. Alors en yoga parfois. En tout cas, on va pouvoir au contraire se dire « Ok, j'accueille ce qui est là et je m'en fais pas un obstacle ». Donc tout ce travail sur le jugement, l'ego aussi, ça fait partie de ce qu'on propose d'explorer ensemble, en fait. Et tout ça, c'est un chemin aussi de lucidité. La lucidité, pour moi, c'est la présence. Et tous ces exercices, finalement, nous ramènent à être de plus en plus dans la présence et dans cette union dont je viens de parler. Comment changer sa manière de faire l'amour? Waouh! Comment ne pas tomber dans des schémas ou répéter ces schémas? Forcément, on a tous vécu ou on vit tous cette question
D'autant qu'on est en plus nourri, pourri par des représentations, des images, le Kama Sutra et aujourd'hui le porno. Et on fait fausse route. On fait fausse route parce que en fait la relation d'amour ne parle pas d'image, elle parle de sensation. Elle parle d'un vécu intérieur, elle parle de la magie d'une rencontre qui se vit au plan énergétique, c'est-à-dire au plan d'une sensation, par exemple, de tout à coup, et vous avez tous vécu ça, d'être en harmonie. Waouh, il y a quelque chose de fluide, ou en termes de magnétisme ou d'élan du cœur, comme si mon cœur il pulse, et je suis attiré, ou j'ai une boule de feu, une boule d'énergie. Voilà. Donc, on parle bien de ça, et on ne parle pas d'image. Donc, par pitié, revenons à cet endroit pour sortir de nos ornières, de nos schémas, où on va tenter de correspondre à quelque chose qui ne vient pas de l'intérieur. Et donc tout le chemin que Sabine et moi proposons en stage Tantra, c'est de ressentir qu'est-ce qui vient de l'intérieur et qu'est-ce qui est ma couleur, qu'est-ce qui est ma forme d'élan, ma forme d'élan de joie, ma forme d'élan d'énergie, ma forme de magnétisme, de perception de l'énergie de l'autre. Tout ça, c'est délicat, on l'apprend nulle part. On pourrait apprendre ça à l'école, hein, mais on en est loin. Bon, donc c'est un lieu ici pour apprendre ça. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des schémas qui diminuent, c'est-à-dire des schémas répétitifs, et ça donne quelque chose, une espèce de créativité naturelle, quelque chose où je vais me surprendre. Ah tiens, aujourd'hui, j'étais plus dans l'émotion. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une larme qui a coulé, c'était incroyable. Et tout à coup, voyant ça, le lendemain ou le surlendemain, je me suis autorisé carrément des sanglots, quoi. Alors que je m'étais jamais autorisé de sangloter dans les bras de ma partenaire. C'est un truc incroyable, inconcevable pour moi, l'homme. Et voilà, là, il se passe un truc, quoi. Je lâche et j'ose ma vulnérabilité. Et qu'est-ce que je vois dans ses yeux? De l'émerveillement, de la douceur. Je vois aussi une larme qui coule chez elle et qui me dit, oh, mais offre-moi encore ton cœur. C'est tellement beau quand tu es comme ça. Mais j'aime aussi ta puissance. Ah oui, mais pas tout le temps, et pas ta puissance qui me domine ou qui m'abuse. Mais ta puissance lorsque j'invite aussi ma puissance à l'intérieur de moi, lorsque je me sens dans ma femme sauvage. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai de l'espace pour laisser parler ma femme sauvage, ou est-ce que tu prends toujours toute la place? Voilà. Eh tout ça, on va pouvoir, bien sûr, uniquement en explorant ces énergies et sans bien sûr passer à l'acte de quoi que ce soit dans la salle ou dans les exercices. Mais tout ça se passe bien sûr ensuite dans l'intime de la chambre, des exercices qui seront pratiqués à la maison. Mais ici, en tout cas, on va explorer toutes ces subtilités, toutes ces émergences qui donnent la pureté aussi de qui je suis et qui vont permettre à l'autre en face de moi, lorsqu'il va s'offrir dans sa propre pureté, de donner une magnifique histoire d'amour. Waouh, quel cadeau, quel cadeau. Et je pense qu'il y a tout un chemin aussi où on peut lâcher la question du pouvoir. Alors, il y a aujourd'hui, on parle de jeux de domination, pourquoi pas, si ce sont des jeux, mais qui nous permettent de prendre conscience qu'il s'agit justement de ne pas prendre le pouvoir tout le temps sur l'autre. Et mine de rien, ces schémas, ils nous collent un peu à la peau parce que ce sont des schémas sociétaux. Et être en permanence vigilant là-dessus, c'est aussi donner de la liberté à changer, de se donner de la liberté à changer et de donner aussi à l'autre la liberté à changer. Et là, je parle bien sûr dans une relation d'amour, dans une relation de couple, que ce soit une relation installée ou que ce soit en fait une relation, pourquoi pas, polyamoureuse. Ici, il n'y a pas de dogme ou de volonté de donner une forme particulière. Mais ça donne aussi, mine de rien, de la grande liberté
dans les relations d'amitié ou dans des relations toutes simples où je vais permettre, parce que je ne veux pas prendre le pouvoir sur l'autre, à l'autre d'exister pour lui et à moi-même d'exister pour qui je suis, en toute paisibilité, en toute tranquillité. J'aimerais vous parler des corps subtils. C'est un sujet qui m'intéresse depuis des années et qui me touche en particulier parce que j'ai souvent eu du mal à pouvoir sentir la différence entre différentes perceptions qu'on peut qualifier d'énergétiques. Et je me disais, est-ce que ça c'est bien mon corps énergétique ou est-ce que c'est un autre corps? On parle du corps astral, on parle aussi de la conscience, on va parler de l'âme. Et selon les traditions, des fois on n'a pas les mêmes mots. Notamment en yoga, même en yoga justement, il y a différentes traditions. On va parler des koshas, les enveloppes, ou alors on va parler des plans de conscience. Et dans le tantra aussi, on va avoir des mots un peu différents des fois. Et voilà, donc selon les traditions, et je ne parle pas des autres traditions que celles de l'Inde, il y a toujours des termes différents, ou en tout cas même des fois des nombres de corps différents. Alors du coup, je me dis, mais de quoi on parle? Est-ce qu'on peut avoir un vocabulaire commun et combien il y a vraiment de corps? Et j'ai pas trouvé la réponse, même si je la cherche encore. En tout cas, je pense que peut-être que c'est juste des schémas, c'est-à-dire des symboles, de même que les chakras représentent en fait une porte symbolique vers un état qu'on peut contacter. Et si les chakras, par exemple, sont dessinés symboliquement avec un triangle vers le haut ou vers le bas, avec une certaine couleur, eh bien, c'est probablement qu'ils servent à nous aider à décrire ce qui peut être ressenti. Mais comme on a tous une perception différente, par exemple, moi, je suis à peu près 20% visuel, 30% plutôt sensoriel, et puis 50% cognitive, où du coup, je ne vais pas forcément m'accaparer la notion de chakra ou de corps subtil de la même manière que mon voisin. Et donc, si moi, dans un stage, dans une formation, je vais transmettre un mot pour parler d'un chakra ou d'un corps subtil ou d'un état de conscience, eh ben, il se peut que la personne ne capte pas parce qu'elle, elle va pas percevoir ce chakra ou elle va pas sentir ce corps d'énergie ou cet état de conscience. Donc tout notre travail avec Frédéric, c'est dans nos stages de pouvoir être le plus clair possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et donc le plus souvent possible, proposer des partages sur ce qui a pu être vécu, ce qui a pu être ressenti, parce que plus on va pouvoir le nommer, plus on va pouvoir le clarifier et ça va devenir comme un vocabulaire, un langage qu'on va s'approprier. Et petit à petit, je vais pouvoir avoir mon propre descriptif de mes chakras, de mes corps subtils et de mes plans de conscience. Et je pourrais peut-être me retrouver facilement dans cette tradition parce que finalement elle résonne avec moi, ou dans telle autre tradition parce qu'elle va plus résonner avec ma perception. Et si c'est plus clair, alors je pourrais progresser, explorer plus en confiance parce que je vais franchir des marches petit à petit. On a vraiment avec Frédéric cette envie de proposer une progression parce qu'on n'est pas capable d'accueillir des expériences tous de la même manière, au même moment, au même niveau. Des fois, des expériences peuvent être trop fortes. On va avoir une expérience d'extase ou de vibration énergétique qu'on ne va pas être en mesure d'accueillir parce qu'on n'est pas préparé à l'interpréter, par exemple. C'est pas qu'on n'est pas prêt à la vivre puisqu'on la vit, mais on ne sait pas quoi en faire parce qu'on ne l'a pas interprété, on n'a pas décodé notre vocabulaire énergétique ou notre vocabulaire d'état de conscience. Et donc, nos propositions, avec les partages qui suivent, vont permettre, en tout cas c'est notre souhait, et puis c'est aussi le retour qu'on a des stagiaires quand même, de pouvoir s'approprier petit à petit à son rythme. On est vraiment soucieux que chacun puisse avancer à son rythme. Et ceux qui sont prêts à vivre quelque chose de très transcendant, très extatique, super. Ceux qui sont plutôt à vouloir y aller doucement, en confiance, en préservant leur cadre, leur schéma, ok, tout est ok en fait. Chacun va pouvoir du coup goûter en fonction de ce qu'il est prêt à percevoir. Et notre intention, il faut quand même toujours la rappeler, c'est de pouvoir goûter la beauté dans chaque petite chose, pas forcément chercher des choses immenses, très intenses, mais pouvoir les goûter dans des petites choses. Mais c'est des fois, en allant explorer des grandes choses, qu'on peut se rendre compte que la beauté et l'extase, elle est dans les petites choses. Voilà, tout est une histoire de progression. Le tantra et la spiritualité.
le tantra est la recherche de l'éveil. Wow, sacré programme. Moi, je suis passé par une recherche, comme beaucoup de gens, de beaucoup de voies spirituelles. Je me cherchais, en fait, je cherchais du sens à ma vie. Et alors, j'ai passé des heures sur des coussins à m'exploser les genoux, avec des pratiques assez ascétiques, on peut dire. Et à un moment donné, j'ai découvert le tantra et je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Le tantra, c'est aussi un espace où on peut se permettre plein de choses. C'est un espace du non-jugement, c'est un espace de liberté infinie. C'est un espace où je peux enfin être moi et où les pratiques sont proposées avec toute une liberté de je fais pas, je fais légèrement différemment parce que je l'adapte à comment j'ai envie de pratiquer. Et c'est en intégrant tout ce que je suis que je vais pouvoir, à un moment donné, augmenter ma perception de qui je suis, ma perception du monde, et explorer de nouveaux états. Et là, je trouve que voilà, on n'est plus dans une spiritualité de l'ascèse, une spiritualité sèche, mais dans une spiritualité joyeuse, libre, relationnelle. Voilà. Et ça, merci au tantra, mais merci, et c'est une voie multimillénaire. Mais voilà, je l'ignorais avant de le découvrir, c'est extraordinaire. Et je découvre chaque jour de nouvelles voies vers cette ouverture du cœur, vers cette joie. Et j'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé encore tout à l'heure. C'était drôle parce que Sabine, donc avec qui j'anime, propose d'aller explorer en nature quelque chose qui nourrit mon élan vital. Moi, immédiatement, c'est la rose qui apparaît. Et puis, je me dis, bah voilà, je pars explorer les roses du jardin. Et il y en a plein ici, c'était magnifique. Et je le savais, j'en avais vu quelques-unes. Et je me surprends en fait à y aller de manière joyeuse, enjouée, dynamique, comme un enfant joueur. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que il y a quelque chose qui change en moi. D'habitude, j'aurais marché un peu comme un grand sage, en déployant mon pas dans l'herbe, en sentant tous les brins d'herbe et la rosée sous mes pieds. Et là, en fait, je gambade tout à fait librement, comme si j'allais butiner d'une rose à l'autre. À un moment donné, je sentais la sensualité de la fleur. Je mettais mon nez complètement dans la fleur, avec ces odeurs qui me submergeaient. Et je me suis dit, waouh, mais ça, c'est génial, ce nouveau rapport au monde là qui arrive parce que j'ai fait une pratique qui m'a invité à ça juste avant et où j'avais visualisé au cours d'un rêve éveillé. Donc on est allongé, on rêve et puis quelqu'un d'autre note. Et j'étais rentré dans une histoire où j'avais retrouvé mon enfant, le trappeur qui va chasser les lapins, qui fait cuire des patates dans le feu. Pouah, et tout à coup, il y a cette liberté qui arrive et c'est tellement joyeux. Et puis, être joyeux comme ça, c'est aussi contagieux. Et contagieux avec toutes les personnes que j'ai croisées. Et c'est, voilà, contagieux peut-être aussi même vers vous parce que vous sentez cette joie que je porte en moi, cette joie de l'enfant intérieur. Et ça, c'est vraiment une voie, le tantra, que j'affectionne particulièrement pour ça. Elle est ouverte à tous, à toutes. Elle est facile, elle est respectueuse, elle est libre. Les stages tantra, en fait, peuvent poser cette question de mais c'est quoi le tantra? Puisqu'en fait, c'est un mot qui est très vaste et qui renvoie aussi à des sources très anciennes. Mais on parle aussi du néo-tantra. Donc pour clarifier, en fait, nous, on se situe, Frédéric et moi, à la jonction des deux. Frédéric a plutôt quand même une orientation néo-tantra. Et moi, comme je viens du yoga, je viens plutôt du tantra traditionnel. C'est-à-dire plutôt un tantra spirituel. Et notre rencontre, en fait, fait que on mélange finalement toutes ces approches. Alors quand je dis que le tantra traditionnel est plutôt spirituel, c'est faux parce que le néo-tantra est aussi très spirituel. Mais avant que je connaisse le néo-tantra, moi j'avais un peu une image de, ils font la fête, ils font l'amour, mais c'est pas spirituel. Et voilà, j'ai complètement déconstruit cette croyance. Et c'était très bien pour moi parce que j'ai découvert tellement de belles choses
tellement de réconciliation avec voilà, la polarité homme-femme, avec des réparations sur des schémas, des croyances. Et ce que j'apprécie beaucoup dans le tantra, qu'il soit néo ou ancien, c'est qu'il y avait vraiment cette idée de on n'adhère pas à une croyance. En fait, les tantrikas, historiquement, c'était des gens qui étaient hors des schémas. Même s'ils ont pu finalement faire des lignées, ils n'ont pas fait vraiment des écoles rigides, figées. Et justement, c'est ce qui caractérise le tantra, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de croyance. On est libre de croire ce qu'on veut, et c'est cette totale liberté qui est joyeuse. Et c'est grâce à cette liberté aussi qu'on peut être dans l'amusement. Moi, je m'amuse beaucoup dans les stages de tantra. Parce qu'il y a justement cette profondeur et cette légèreté réunies ensemble, en fait. Et on se prend pas au sérieux. Et pourtant, on explore des choses extrêmement profondes. Alors moi d'ailleurs, depuis que je fais du tantra, je crois que j'ai vraiment libéré mon enfant intérieur et je continue à le faire. Et ça c'est vraiment merveilleux. J'ai eu des moments incroyables, extatiques, où j'ai ri, mais où j'ai ri pour rien. J'ai ri à un moment donné parce que j'étais dans le regard avec quelqu'un face à face. J'ai ri parce qu'à un moment donné, il y avait une danse qui était particulière, originale, et j'ai ri à gorge déployée parce que j'étais dans la confiance avec cette personne. Il y a par exemple aussi des modes de respiration, par exemple, qu'on emprunte d'ailleurs à d'autres traditions aussi, hein, aux traditions soufis ou chamaniques, et qui vont nous mettre dans des états de transe légère, et qui vont nous permettre de contacter des états incroyables, de faire des voyages intérieurs. Et là, voilà, c'est à nouveau un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de liberté. Et donc, comme disait Sabine, il y a à la fois des traditions, il y a un ancrage, et à la fois, ça arrive dans notre quotidien du 21e siècle, sous forme tout à fait adaptée, sous forme ludique, sous forme paisible, sous forme douce, et sous forme d'un impact énorme du point de vue de la guérison, d'un point de vue de la réconciliation, d'un point de vue de tout ce qu'on peut obtenir comme fluidification de nos relations, qu'elles soient d'ailleurs familiales, ou qu'elles soient avec nos amis, ou qu'elles soient avec nos relations amoureuses. Donc on vous invite à venir vraiment explorer ces espaces en confiance. On insiste vraiment sur cette confiance, cette sécurité et le respect de chacun, quelles que soient vos croyances. Si vous avez envie d'explorer et de vous amuser, n'hésitez pas à nous appeler, regarder nos prochains stages. N'hésitez pas à nous appeler, on peut parler de tout ça au téléphone, on prendra du temps pour vous accompagner. À bientôt.